La guerre russo-japonaise de 1904 à 1905 demeure l'un des conflits les plus importants, mais souvent négligés, du début du XXe siècle. Menée entre l'Empire russe et l'Empire du Japon pour des intérêts stratégiques en Mandchourie et en Corée, la guerre a brisé les idées reçues de longue date sur les hiérarchies raciales et impériales, en particulier la supposée supériorité militaire et technologique des puissances européennes sur leurs homologues asiatiques. Pour la première fois dans l'histoire moderne, une nation asiatique a défié un grand empire occidental et en est sortie victorieuse. Les implications mondiales de cette guerre ont largement dépassé le théâtre immédiat du conflit, remodelant la diplomatie internationale, déclenchant des troubles révolutionnaires en Russie et encourageant les mouvements anticoloniaux à travers l'Asie et l'Afrique. Les causes de la guerre étaient profondément enracinées dans la rivalité impériale, le nationalisme et les visions concurrentes de la modernité adoptées à la fois par la Russie et le Japon. Tandis que la Russie voulait accroître son influence en Asie de l'Est dans une mission impériale, le Japon cherchait à s'imposer comme grande puissance et à éviter le sort des nations colonisées. La guerre fut marquée par des sièges brutaux, d'immenses batailles terrestres et l'un des affrontements navals les plus décisifs de l'histoire moderne, la bataille de Tsushima, où la marine japonaise anéantit la flotte de la Baltique russe après son long périple de plusieurs mois autour du globe. Marquant un tournant dans la politique mondiale des puissances, cela révéla la fragilité et les inefficacités de l'Empire russe, tout en consolidant le statut du Japon en tant que puissance militaire moderne, remettant ainsi en cause les présupposés eurocentriques et posant les bases de futurs réajustements géopolitiques au XXe siècle. Bienvenue sur Guerre du Monde. La guerre russo-japonaise trouve ses origines dans l'entremêlement d'ambitions impériales, de rivalités régionales et d'instabilité intérieure en Asie de l'Est au début du XXe siècle. La Russie et le Japon étaient l'un tous deux des empires en expansion, avec des intérêts conflictuels en Corée et en Mandchourie, des régions devenues stratégiquement et économiquement vitales pour leur vision respective de la puissance nationale. La guerre n'a pas été le résultat d'une étincelle soudaine, mais l'aboutissement de plusieurs années de tensions croissantes, de mauvais jugements et de méfiance mutuelle. L'ascension du Japon comme puissance régionale débute après la restauration Meiji en 1868, lorsque le pays entame une modernisation rapide et étatique. Conscient de la vulnérabilité des nations asiatiques face à l'impérialisme occidental, illustré par la défaite chinoise lors des guerres de l'opium, le Japon a adopté les modèles militaires, industriels et administratifs occidentaux. Dans les années 1890, le Japon avait modernisé son armée et sa marine et adopté une posture impérialiste similaire à celle des puissances européennes qu'il craignait autrefois. La victoire du Japon lors de la première guerre sino-japonaise de 1894-1895 marque ses débuts comme puissance militaire régionale. La guerre s'est terminée par le traité de Shimonoseki, donnant au Japon le contrôle de Taïwan, de la péninsule du Liaodong et la reconnaissance de l'indépendance de la Corée, la plaçant dans sa sphère d'influence. Cependant, les gains du Japon furent de courte durée. En 1895, la Russie, soutenue par la France et l'Allemagne, obligea le Japon à restituer la péninsule du Liaodong à la Chine. L'allocation de Port Arthur par la Russie et la construction du chemin de fer du sud de la Mandchourie ont révélé ses ambitions sur la Mandchourie, suscitant un profond ressentiment à Tokyo. Le Japon, puissance montante, faisait face à la Russie, empire établi cherchant des ports en eau chaude dans le Pacifique pour soutenir ses ambitions navales et commerciales. La Russie s'intéressait à la Mandchourie et à la Corée pour des raisons stratégiques et économiques. L'achèvement du chemin de fer transsibérien en 1903, ainsi que sa branche sud traversant la Mandchourie, a considérablement augmenté la capacité logistique de la Russie dans la région. Cependant, l'expansion russe était souvent lente, bureaucratique et sous-estimait les dynamiques locales, dont les capacités du Japon. Sous Nicolas II, le gouvernement russe voyait le Japon comme une puissance secondaire et ne craignait pas d'étendre son influence au nord de la Chine.
Le refus de la Russie de retirer ses troupes de Mandchourie après la révolte des Boxers de 1900, ainsi que sa présence croissante en Corée, alarmèrent de plus en plus la direction japonaise qui voyait sa domination régionale lui échapper. Entre 1902 et 1904, les négociations diplomatiques entre la Russie et le Japon ont échoué à plusieurs reprises. Le Japon espérait que ses intérêts en Corée soient reconnus en échange d'accepter la domination russe en Mandchourie. Cependant, la Russie a fait traîner les négociations et a continué de renforcer sa présence militaire dans la région. À Tokyo, ces actions furent vues comme de la mauvaise foi et de l'arrogance impériale, tandis que le Japon avait déjà conclu une alliance vitale avec la Grande-Bretagne en 1900 de peu. L'alliance anglo-japonaise prévoyait qu'en cas d'attaque d'un signataire par au moins deux puissances, l'autre lui porterait assistance. Cet accord procurait au Japon une confiance diplomatique et dissuadait aussi les autres puissances européennes d'intervenir pour la Russie. Au début de 1904, la patience du Japon était à bout. Le 8 février 1904, le Japon lança une attaque nocturne surprise contre la flotte russe à Port-Arthur, marquant le début officiel de la guerre. Cette attaque préventive reflétait la stratégie japonaise, agir vite et frapper fort avant que la Russie ne mobilise toute sa force, notamment à cause de la grande distance entre le centre russe et l'Extrême-Orient. Les deux empires étaient aussi motivés par des enjeux internes. En Russie, le régime autocratique était confronté à une agitation croissante, des difficultés économiques et des demandes de réformes. Une guerre étrangère permettait au tsar d'unir la population et de détourner le mécontentement intérieur. D'un autre côté, le Japon considérait la victoire comme essentielle, non seulement pour sécuriser des ressources et des territoires, mais aussi pour légitimer sa modernisation rapide et dissuader les efforts de colonisation occidentale. La guerre s'est déroulée comme un conflit moderne marqué par une guerre industrialisée, de lourdes pertes et des erreurs stratégiques, en particulier du côté de la Russie. Dès le début, la préparation et l'initiative tactique du Japon tranchèrent avec l'excès de confiance, les faiblesses logistiques et l'indécision politique de la Russie. La guerre eut lieu sur terre et en mer avec de grandes campagnes en Mandchourie et dans la péninsule du Laodong, et se termina par une spectaculaire bataille navale à Tsushima. Dans la nuit du 8 février 1904, sans déclaration officielle de guerre, le Japon lança une attaque surprise à la torpille contre la flotte russe du Pacifique stationnée à Port-Arthur, l'actuelle Lushun, infligeant des dégâts importants. Bien que ce ne fût pas une victoire totale, cette première salve reflétait l'accent stratégique du Japon sur l'initiative et la rapidité. La flotte russe, confinée et démoralisée, ne retrouva jamais pleinement sa force opérationnelle. Peu après, les troupes japonaises débarquèrent en Corée, avancèrent vite vers le nord, occupèrent Séoul et se dirigèrent vers le fleuve Yalu, frontière avec la Mandchourie. La bataille du fleuve Yalu, en mai 1904, fut le premier grand affrontement terrestre. Les Japonais ont infligé une défaite décisive aux Russes, montrant leur supériorité en entraînement, coordination et morale. Un tournant majeur de la guerre fut le siège de Port-Arthur qui dura d'août 1904 à janvier 1905. Les Japonais, dirigés par le général Noji Marusuke, ont attaqué à plusieurs reprises la forteresse russe très fortifiée. Le siège fut long et sanglant, marqué par une guerre de tranchées et des attaques frontales coûteuses. Malgré la forte résistance russe, les Japonais capturèrent des collines stratégiques et des positions d'artillerie dominant le port. Le 2 janvier 1905, le général russe Anatoly Stessel capitula à Port-Arthur de façon controversée et sans doute prématurée, offrant au Japon une victoire stratégique majeure. Port-Arthur, aux mains japonaises, la flotte russe du Pacifique fut neutralisée. Entre-temps, les forces japonaises et russes se sont affrontées lors d'une série de grandes batailles à travers la Mandchourie. Et la bataille de Liaoyang de août à septembre 1904 fut la première grande confrontation terrestre entre les deux armées. Bien que supérieurs en nombre, les Russes du général Alexei Kouropatkine furent vaincus à cause d'une mauvaise coordination et de leur tendance à battre en retraite sous pression. La victoire japonaise, coûteuse mais morale, a accru la pression sur la logistique russe.
Un autre affrontement terrestre décisif se produisit lors de la bataille de Mukden entre février et mars 1905, l'une des plus grandes batailles de l'époque. Fait étonnant, elle mobilisait plus d'un demi-million de soldats. Les Japonais, dirigés par le général Oyama Iwao, ont encerclé et vaincu les Russes en 3 semaines. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une retraite totale, les forces russes ont été contraintes de se replier vers le nord, abandonnant des centres administratifs et de transport clés. L'ampleur de la défaite a stupéfié la direction russe et a encore affaibli tout soutien populaire à la guerre dans le pays. Le coup final porté à la Russie est venu de la mer. Avec sa flotte du Pacifique paralysée, la Russie a envoyé sa flotte de la Baltique, vaillamment renommée la 2e escadre du Pacifique, pour un périple ardu de 18 000 milles de la mer Baltique jusqu'en Asie de l'Est. Le voyage, qui dura plus de 6 mois, fut marqué par des pannes mécaniques, un moral en berne et des incidents diplomatiques, dont le fait d'avoir tiré par erreur sur des bateaux de pêche britanniques lors de ce qui fut appelé l'incident du banc de Dogger. Les 27 et 28 mai 1905 près, du détroit de Tsushima, la flotte russe fut interceptée par la marine japonaise commandée par l'amiral Togo Ayachiro. La bataille de Tsushima fut un désastre pour la Russie. Surpassée en manœuvre et en puissance de feu, presque toute la flotte russe fut capturée ou coulée. Seuls quelques navires ont fui, confirmant la domination maritime du Japon et anéantissant tout espoir de succès pour la Russie. Tsushima avait également une puissante résonance symbolique. Une puissance asiatique avait détruit une grande flotte européenne lors d'une bataille ouverte, un événement sans précédent dans l'histoire du début du XXe siècle. La guerre russo-japonaise est souvent citée comme le premier grand conflit de l'ère moderne. Elle comportait la guerre de tranchées, des mitrailleuses, des barbelés, de l'artillerie à longue portée, la communication sans fil et la coordination du transport ferroviaire pour les mouvements de troupes. Des évolutions qui annonçaient les réalités technologiques et stratégiques de la Première Guerre mondiale qui n'étaient pas si lointaines. La bataille a également démontré l'importance du moral, du renseignement et de la logistique sur les champs de bataille modernes. Les forces japonaises ont maintenu un haut niveau de discipline et d'unité nationale, tandis que les troupes russes, dont beaucoup étaient des conscrits mal entraînés, ont souffert de désorganisation et d'un faible moral, de corruption, de structures de commandement dépassées et de dissensions internes qui ont encore miné l'effort militaire russe. La guerre a eu des conséquences profondes et durables pour les 2 empires et le système international. Alors que le Japon avait remporté une victoire stratégique et symbolique, la guerre a également révélé la vulnérabilité de l'Empire russe et contribué à précipiter des troubles révolutionnaires dans le pays. Le conflit a marqué un tournant historique pour l'impérialisme et les relations raciales, annonçant un changement radical des rapports de force entre l'Orient et un Occident souvent empreint de préjugés. Pour l'Empire russe, la guerre fut un désastre total. Militairement, elle a révélé de graves faiblesses dans la planification, le commandement et les infrastructures. La défaite a sapé l'autorité du tsar Nicolas II et discrédité l'idée que la Russie était une grande puissance moderne et compétente. L'effort de guerre avait dépassé les capacités logistiques de la Russie et révélé la vulnérabilité d'un empire gouverné par une bureaucratie rigide et des institutions dépassées. La défaite a fortement accéléré les troubles internes. La population russe, déjà confrontée à de mauvaises conditions de travail, à des pénuries alimentaires et à la répression politique, a réagi avec indignation. En janvier 1905, alors que la guerre faisait encore rage, une manifestation pacifique à Saint-Pétersbourg a été réprimée par la force meurtrière lors de ce qui est devenu connu sous le nom de Dimanche sanglant. Ce massacre a déclenché la révolution de 1905, provoquant grève, soulèvements paysans et mutineries, dont la célèbre sur le cuirassé Potemkin. Pour calmer les troubles, le tsar Nicolas a été contraint de faire des concessions, ce qui a conduit à la création de la Douma, la première assemblée nationale de la Russie. Malgré ses pouvoirs limités et souvent ignorés, la Douma a symbolisé l'affaiblissement de l'autocratie. La guerre, en effet, a exposé et accéléré la désintégration de l'autorité tsariste, une tendance qui culminerait avec la révolution russe de 1917.
La guerre s'est officiellement achevée avec le traité de Portsmouth en septembre 1905, négocié par le président américain Theodore Roosevelt, qui a reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts. Le traité a reconnu l'intérêt du Japon pour la Corée et a transféré le bail de la Russie en Mandchourie méridionale. Le traité a mis fin aux hostilités mais a laissé les deux parties plutôt insatisfaites. La Russie a été humiliée mais a gardé la majeure partie de la Sibérie, tandis que le Japon a gagné en prestige et influence sans obtenir toutes les réparations ou terres espérées. Le traité a également marqué un moment important dans l'internationalisation de la diplomatie asiatique. Il a marqué l'ascension des États-Unis en tant que médiateur dans les affaires mondiales et a renforcé l'intégration du Japon dans la politique de puissance mondiale. En revanche, le Japon est devenu une puissance mondiale reconnue après le conflit. Son succès militaire avait stupéfié le monde et validé des décennies de modernisation commencées avec la restauration Meiji. La victoire permit au Japon de contrôler la péninsule coréenne, le sud de la Mandchourie, le port Arthur et le chemin de fer de Mandchourie du Sud. Bien que le Japon ait espéré des gains territoriaux encore plus importants, son statut d'hégémon régional était désormais établi et surpassait tout autre avantage potentiel. La guerre a également marqué le début de l'expansion impériale plus affirmée et finalement agressive du Japon. En 1910, ils ont officiellement annexé la Corée, établissant une période de domination coloniale sévère. Fort de sa victoire, le Japon a voulu rivaliser avec les puissances occidentales, nourrissant son ambition de devenir la force dominante en Asie de l'Est. Sur le plan intérieur, la guerre a renforcé l'unité nationale et accru le prestige, surtout la fierté de la marine. Cependant, l'insatisfaction du Japon face aux récompenses limitées du traité de Portsmouth, en particulier l'absence d'indemnités russes, a engendré un sentiment de ressentiment parmi les nationalistes japonais, un courant sous-jacent qui refera surface dans le militarisme audacieux des années 30. La guerre russo-japonaise a eu un impact psychologique et idéologique profond à travers le monde colonisé. L'image d'une nation asiatique battant un empire européen a remis en question des hiérarchies raciales profondément ancrées. En Asie et en Afrique, la guerre est devenue un symbole puissant du potentiel anticolonial et les nationalistes indiens, les révolutionnaires vietnamiens et les intellectuels africains citaient le succès du Japon comme preuve que la domination occidentale n'était pas inévitable. Même en Europe, la défaite a été accueillie avec stupeur. Les préjugés racistes, selon lesquels les peuples non occidentaux étaient intrinsèquement inférieurs, ont été remis en question, et de nombreuses puissances européennes, notamment la Grande-Bretagne, ont commencé à traiter le Japon avec plus de prudence et de respect. L'alliance anglo-japonaise a été renouvelée et élargie, renforçant la légitimité du Japon sur la scène mondiale et menant à sa participation à la Première Guerre mondiale avec les Alliés. Cependant, cette victoire avait aussi un côté plus sombre. Elle a contribué à un sentiment d'exceptionnalisme japonais et à la croyance en la nécessité de la conquête. Avec le temps, le souvenir du triomphe contre la Russie fut déformé pour justifier le militarisme et l'expansionnisme, surtout dans les années 1930 quand le Japon voulait bâtir son empire colonial en Asie de l'Est et du Sud-Est. Dans l'immédiat après-guerre, de nombreux observateurs occidentaux considéraient la victoire du Japon comme une exception inattendue plutôt que comme un signe de changement structurel dans les sphères du pouvoir mondial. Les analystes européens attribuaient fréquemment la défaite de la Russie à l'incompétence logistique ou à la décadence interne plutôt qu'à la supériorité tactique et stratégique japonaise. La vision eurocentrique peinait à accepter la défaite d'un empire chrétien blanc face à une puissance asiatique. Certains, notamment dans la presse britannique et américaine, louaient l'efficacité et la discipline du Japon. Mais cela était souvent présenté de manière exotique ou condescendante, considérant la guerre comme une sorte de récit exceptionnel. Les théoriciens et stratèges militaires, cependant, prenaient la défaite de la Russie au sérieux. Des personnalités comme Alfred Thayer Mahon ont analysé Tsushima, tandis que les généraux européens ont étudié Port Arthur pour apprendre sur l'artillerie moderne et la guerre de tranchées. Cependant, les empires ont minimisé les implications politiques pour préserver la confiance en leur domination mondiale.
Des chercheurs récents s'intéressent à la souffrance des ouvriers et soldats, voyant la guerre comme un catalyseur de l'éveil prolétarien, non comme un simple événement militaire ou géopolitique. Au Japon, leur victoire sur la Russie fut largement présentée dans la littérature, l'art et l'éducation comme preuve de la légitimité du pays parmi les grandes puissances mondiales. Des études récentes ont cité la guerre russo-japonaise dans le contexte du déclin impérial. Des historiens comme John Woolley Steinberg, Rotem Kauner et J.N. Westwood ont montré que la guerre a bouleversé les présupposés raciaux et géopolitiques. Elle est désormais vue comme une guerre de transition, moderne par sa technologie et son ampleur, mais encore marquée par les idéologies impériales du XIXe siècle. Les puissances occidentales, surtout l'Allemagne et la Grande-Bretagne, auraient dû apprendre de la défaite russe. Que la guerre moderne ne serait ni brève ni glorieuse. La guerre russo-japonaise était bien plus qu'un conflit régional entre deux empires en expansion. Ce fut un événement transformateur qui a bouleversé l'ordre international, révélé la fragilité des pouvoirs établis et marqué le début d'une nouvelle ère géopolitique. La victoire du Japon sur la Russie a marqué la première fois dans l'histoire moderne qu'une puissance non occidentale avait vaincu un empire européen lors d'une guerre ouverte, ébranlant les fondements de l'idéologie impériale et des hiérarchies raciales qui soutenaient la politique mondiale depuis des siècles. Pour la Russie, la guerre a mis à nu l'inefficacité et la corruption au cœur du régime tsariste. Et les échecs militaires en Mandchourie et en mer ont non seulement érodé le prestige de l'Empire, mais ont aussi catalysé des troubles internes qui ont éclaté lors de la Révolution de 1905. Ce moment de crise a amorcé une trajectoire d'instabilité politique qui allait finalement aboutir à l'effondrement de la dynastie Romanov, un peu plus d'une décennie plus tard, changeant ainsi le cours même de l'histoire du XXe siècle.